Bon, merci à tous d'être ici pour parler architecture et pour parler data. Juste un petit sondage avant qu'on démarre. Qui a déjà participé à un projet data dans le cloud? Juste pour avoir une petite idée. Ouais, une petite Bien. moitié. N'ayez pas honte, hein, c'est pas. Ouais, bon, soyez fiers de vous. Bon, une petite moitié, on va dire, de l'assemblée ce soir. Et hors cloud, Ah oui, alors deuxième question subsidiaire. Un on peut plus projet dur. data tout Sans... court Ah ouais. en local sur son laptop avec Excel. Allez, ce soir, on va pas parler Excel, on va parler service manager, dont vous promet une soirée où on ne martyrisera pas de machines virtuelles, quoique, on va voir que c'est pas si vrai que ça, mais bon. Alors, nous sommes deux ce soir. Benjamin. Benjamin Dufour, architecte Azure, indépendant depuis peu. Donc j'ai même essayé de faire ma promo sur Malte. Vous pouvez me retrouver. Ça fait 15 ans que je suis sur des technologies Microsoft issues du dev C Sharp. Donc souvent on voit des architectes Azure qui sont plus issus du VNet, des VM, enfin des trucs que je ne comprends pas. Et du coup, ça donne une autre vision et c'est vachement plus facile de s'adapter à Azure et aux solutions managées, justement, quand on vient du dev que quand on vient de l'infrastructure, je trouve. Mais... Et pour ma part, Paul Péton. Alors moi, j'étais data miner quand je suis sorti des études, et parce qu'il n'y avait pas encore de buzzword qui s'appelait data science. J'ai collé un deuxième buzzword avec l'intelligence artificielle. Je m'arrêterai là. Et j'ai un petit blog aussi là où je mets pas mal de choses sur des sujets qu'on va retrouver ce soir. Et il y a un deuxième Benjamin qui est caché dans la salle et merci à lui parce qu'il a fait quasiment toute la démo que vous allez voir ce soir. Donc merci à lui, il est juste au milieu. Alors au programme, juste une petite intro rapide pour poser des concepts et voilà, pour, éviter d'écorcher les acronymes YAS, PaaS, serverless, etc. Voilà, on va juste poser une définition rapide sur ces choses-là. Rapide encore, je vous dirai quelles sont les 4 phases qu'on a, nous, a priori, déterminées dans un projet data sur le cloud. Et ensuite, on attaque dans cette fameuse architecture 100% service managé. Benjamin va vous décortiquer tous les composants qu'on va utiliser ici. Ensuite, je reprendrai la main pour vous faire la démonstration avec ce qu'on a mis en place sur une souscription Azure. Et s'il reste un petit peu de temps, mais ça sera peut-être avec les bières après, on pourra rajouter les buzzwords DevOps et surtout MLOps. Ça, c'est si on est dans le timing. Alors, YAS, PaaS, j'ai oublié le SaaS et n'importe quoi, as a service. Hein, voilà, vous êtes sans doute familier aussi de ces acronymes-là. Pour le dire de manière plus simple, quand on utilise une machine virtuelle, c'est l'infrastructure qu'on utilise comme service. Quand on n'a pas du tout de machine virtuelle et qu'on utilise une ressource, on va peut-être pas utiliser ce terme-là, une ressource sur Azure, quelque chose qui va nous rendre un service, mais pendant lequel on n'aura pas besoin d'allumer une machine virtuelle, eh bien on va faire de la plateforme as a service et on sera dans un mode qu'on appelle PaaS. Alors vous entendrez aussi parler de serverless, qui est une expression très trompeuse, parce qu'en fait, dès qu'on fait des choses dans le cloud, concrètement, on tape sur un data center qui est quand même physique, dans lequel il y a des machines aussi physiques sur lesquelles, effectivement, on crée des machines virtuelles. Mais à un moment donné, il faut bien que ça revienne. Voilà, il y a toujours une histoire de machine derrière tout ça. Et on va voir que même un petit peu plus précisément, dans notre souscription Azure, quand on lancera tous ces services managés, eh ben on va très vite se faire polluer par une bonne quantité de machines virtuelles. Bon. Donc attention, quand on vous dit que c'est du really fully managed, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Ça dépend des services. Mais c'est effectivement en fonction des services. Mais attendez-vous aussi à voir les gens qui supervisent la consommation Azure vous dire, oh là, c'est quoi ces 15 VM là, qui sont lancées d'un coup, qu'est-ce qu'elles font là, où est-ce qu'elles vont, comment elles vont vivre, est-ce qu'elles sont sécurisées, voilà. Il va rester quelques VM qui vont quand même apparaître. Alors, 4 phases pour un projet data. De A à Z, enfin, ou du début à la fin du projet, on va commencer par faire venir la donnée dans notre espace cloud, donc sur Azure. Donc on va aller la chercher quelque part. En l'occurrence, ça c'est pour la blague, elles sont sur un Amazon S3 ce soir. Voilà, donc, bon, on va les migrer dans de l'Azure. On va aller chercher des données et on va les pousser quelque part. Ce quelque part, c'est le deuxième point là-bas. En haut à droite, c'est un espace de stockage. Et de cet espace de stockage, on va pouvoir commencer à faire pas mal de choses. Et attention, si votre projet data, comme beaucoup de projets data jusqu'ici, s'arrête
au moment du stockage, c'est un centre de coût et ça ne rapporte strictement rien du tout. Donc, surtout, il faut aller sur les 2 étapes qui sont derrière, qui sont l'étape de traitement. Donc, la donnée auquel elle arrive dans un état qui est plus ou moins propre, plus ou moins brut. Donc, il va falloir arranger tout ça, il va falloir vraiment travailler la qualité de la donnée, son format par exemple, tout simplement, mais peut-être aussi compléter des valeurs manquantes, etc. Donc, tout ce traitement-là, on va le réaliser, je vais vous dire après quels sont les quatre petits logos. On va le réaliser ici dans cette 3e phase, mais encore une fois, si on s'arrête là, on a fait plaisir à des data scientists et des data engineers, mais en tout cas, on n'aura toujours pas créé de valeur à partir de notre donnée, donc il faudra à un moment exposer tout ça, c'est-à-dire qu'il faudra proposer un service à partir de cette donnée, par exemple dans du tableau de bord Power BI, par exemple avec des applications, voilà. Donc on trouvera plutôt un service ici prédictif. Alors, 4 composants de base, et ça c'est Benjamin qui va reprendre la main là-dessus, Data Factory, Data Lake Storage génération 2, tout le monde est en génération 2 quasiment, Databricks, qui n'est pas un produit Microsoft, mais pour lequel il y a un partenariat, et Azure Kubernetes Services, qui était le sujet du premier, je ne sais pas si on a qui était là, pour le premier meet-up d'Azure Nantes, c'était le sujet de ce soir-là, donc on ne reviendra pas trop dessus, mais voilà, les diapos sont disponibles hein, sur ce premier meet-up. Alors, ça c'est super important, qu'est-ce qu'on va faire comme usage de ces données hein. Je vous rappelle vraiment mon message fort, c'est de vous dire que si vous stockez la donnée, ça vous coûte de l'argent, si vous le traitez, ça vous coûte de l'argent aussi parce que vous avez payé des gens pour faire ce traitement et des ressources Azure. Donc si vous ne faites rien avec, bah, c'est un peu dommage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut aller récupérer de la donnée ou proposer des services au travers d'objets connectés. On peut faire de la restitution, du dashboarding assez traditionnel, mais aussi un petit peu amélioré avec la préparation de données qu'on aura fait, donc avec du Power BI par exemple. Et puis on peut développer tout ce qu'on va trouver autour du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique. Donc vraiment des services ici à vocation prédictive. Et je te passe la main pour aller détailler tout ça à partir de tous ces petits logos. Ouais. Alors la chance qu'on a avec Azure, c'est qu'il y a quand même pas mal de ressources. Là, j'ai essayé d'en exposer quelques-unes qu'on utilise d'ailleurs pour la plupart dans la démo de tout à l'heure. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a des pans d'exposition dont je vais parler qui sont pas dans la démo mais qui sont envisagés aussi. Il faut déjà être capable d'acquérir de la donnée. Pour ça, on va mettre une VM. Il y en a 0 qui se fait, quoi. 0. Donc on a pas mal de services pour chercher de la donnée. On a du Data Factory qui est 100% managé, on a du IoT Hub, on en a d'autres aussi qui vont gérer des messages comme Event Hub ou Event Grid, Service Bus. Il y en a. Après, l'avantage d'IoT Hub, c'est qu'il va aller s'appairer avec des devices bien spécifiques. C'est quand même une certaine chance, surtout si on le voit avec la démo de tout à l'heure, ça serait bien d'avoir des trucs en plus sur cette démo. Les vélos connectés, ça serait quand même vachement plus sympa. On va pouvoir stocker de la donnée sous différentes formes. Une database, on a l'habitude d'avoir des databases SQL. C'est bien une database SQL, on peut faire plein de traitements dessus. Quand on a des pétas et des pétas de données, notre database SQL, elle nous coûte un bras. Est-ce qu'on a vraiment besoin que toutes les données de télémétrie de nos capteurs de vélo, là, est-ce qu'on a vraiment besoin que toutes ces données soient chaudes à fond, prêtes à requêter? Pas forcément. Donc on va essayer d'adapter notre stockage aux différents environnements. On va avoir des sources de traitement. Là on en voit 3. Kubernetes, les images Docker, ça vous parle sûrement. Ouais. Donc là, il va falloir les orchestrer, nos images Docker, sur des VM, pas sur du Databricks par exemple, qui va être capable de monter des clusters Spark, on va y revenir, d'Azure Functions, pour faire tout simplement un site web, mais juste des API, sans avoir à provisionner des ressources de calcul forcément tout le temps. Toujours serverless. Des services comme Power BI pour commencer à afficher nos analyses, des services comme Machine Learning Services pour faire un peu plus que de l'analyse, mais carrément du machine learning et aussi stocker des modèles, encore du serverless, et bien sûr quand on fait tout ça, on le fait sur Azure et donc on le fait en DevOps, on va déployer en intégration, en recette, en prod,
toutes ces choses-là et on va essayer de les monitorer. Alors des fois, il y en a qui se disent c'est sur Azure, du coup, il n'y a pas besoin de monitorer. Enfin, si, quand même, ça serait bien de savoir si le service il fonctionne bien ou pas. Donc, on va pouvoir faire des métriques et combiner certaines métriques aussi pour pouvoir avoir des alertes si, par exemple, on a notre site web qui renvoie que des erreurs 500. Alors, la ressource Azure elle fonctionne, mais notre site ne fonctionne plus, c'est bien de le savoir. Donc, tout ça, c'est plein de petites briques techniques qui sont importantes pour nous à combiner les unes aux autres. Et moi, ce que j'aime bien, c'est me concentrer sur mon travail plutôt que sur l'infrastructure, parce que quand on voit un schéma comme celui-là, eh ben, c'est un peu de boulot. Et si on doit s'embêter pendant 4 mois à faire l'équivalent d'un Data Factory, ou encore 4 mois de plus pour faire un Data Lake, eh ben, on en a pour longtemps à notre projet data. Alors que déjà, combiner un peu tout ça, ça va être assez compliqué. Donc, si je dois vous la faire court, on le détaille après. Si je dois la faire court, on a une usine qui s'appelle un vélo, avec des capteurs sur le vélo. Mais on a aussi des gens qui vont maintenir les vélos. On a aussi des constructions, des machines qui vont construire les vélos. On va avoir plein de données dans notre usine, ou sur Amazon, ou sur n'importe où, en fait. Il va falloir les intégrer, les préparer. Donc là, les intégrer, c'est déjà pas mal. Les préparer et les mettre à disposition du user. Parce que finalement, c'est lui qui nous intéresse. C'est le user. Ou le vélo, d'ailleurs. Parce que ça serait bien que le vélo, il s'arrête de tourner avant d'être en surchauffe. Ça arrive très souvent sur les vélos, c'est vraiment impressionnant. Une partie dont on n'a pas parlé dans l'introduction, c'est l'usage tout simplement web ou sur une appli smartphone tout simplement. On va vouloir mettre à disposition une image, un modèle d'IA, on va vouloir mettre à disposition des beaux tableaux, mais aussi une appli qui va profiter de tout ça. Et comme tu disais tout à l'heure, projet Data Lake, j'ai déjà entendu ça dans plusieurs boîtes, projet Data Lake, c'est pas un projet en soi. C'est qu'une étape. C'est un centre de coût. Alors, il va falloir que je fasse gaffe à l'heure parce que j'ai tendance à parler en plus. Data Factory, c'est un orchestrateur. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir plus de 90 connecteurs qui vont être capables de se connecter à du Amazon S3, à une base de données on-prem, des fichiers Excel. Être capable de lire des fichiers Excel, c'est quand même indispensable dans la vie. On va avoir pas mal de données qui vont arriver. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir monitorer nos données, enfin nos jobs de copie de données. Et plus que de copie, d'ailleurs, on va orchestrer des traitements après sur ces données. Parce que, on va le voir juste après, mais toutes nos données, on va les intégrer, mais il va falloir les nettoyer un peu. Alors, une autre chose aussi, c'est que là, on a IoT Hub, parce que toutes nos données des sensors, comme ça, elles ne vont pas passer par Data Factory, mais par un IoT Hub. Donc, notre vélo qui est en train de rouler, il va être capable de savoir qu'il part en surchauffe, c'est bien, mais du coup, toutes ces télémétries, ce serait bien d'en profiter pour les récupérer, même si on ne va pas les utiliser tout de suite, peut-être qu'elles vont servir plus tard pour une génération d'IA, par exemple. Donc l'IoT Hub, il va avoir son protocole assez spécifique pour les sensors, justement, qui sont souvent assez légers, mais l'intégration de messages comme ça, on va en avoir de plusieurs sortes. On a Event Hub, de manière plus générale, et là, celui-ci est spécifique au device. Du coup, le stockage de données. On les stocke où, nos données? Dans une database, comme d'habitude. Donc, pétas de données, une grosse database. Est-ce qu'il est utile d'avoir une database comme ça à disposition tout le temps? Ou est-ce qu'on va être capable d'avoir un stockage de données? On va dire presque un disque dur, mais scalable. Parce que si on a, pour commencer, 3 fichiers, et au fur et à mesure du temps où les vélos ils viennent donner leur télémétrie, on va avoir quoi? Au bout d'un mois, on va avoir 1 giga, 1 téra. Au bout d'un an, on va avoir 10 pétas. Et au bout de 10 ans,
Est-ce qu'on va garder tout ça bien dans une database? Pas sûr. Par contre, on va avoir un data lake qui va être scalable. On va payer vraiment que pour ce qu'on utilise comme données, comme stockage en tout cas. Et le data lake, HDFS, ça vous parle? Un peu. C'est quand même vachement pratique de se dire en 3 clics comme ça sur un data lake, qui est son Hadoop Distributed File System. C'est quand même vachement pratique. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir déjà intégrer toutes nos données dans un data lake à très faible coût. Et ensuite, on va les faire travailler, ces données. On va les préparer, les nettoyer. Et une fois préparées, on va peut-être pouvoir aussi les catégoriser un petit peu. Parce qu'on va penser au Citizen Data Scientist, dont tu vas sûrement reparler tout à l'heure, où ce qui est important là, c'est qu'on a plein de données à disposition. On va les faire préparer avec de l'IA pour mettre à disposition des modèles basés sur ce data lake. Et si ça peut servir à d'autres qui, dans leur coin, sur leur PC, veulent faire une IA, on peut aussi. Est-ce qu'on va leur donner accès aux données financières? Peut-être pas. On va leur donner accès aux données de télémétrie des vélos. Peut-être juste. Mais pas combien nous a coûté le vélo. Donc on va pouvoir mettre une hiérarchisation et associer des droits sur tout ça. De manière assez simple d'ailleurs, hein, avec Azure AD, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais pourquoi pas. C'est bon. Le traitement de données. Là, il revient à plusieurs endroits, ce traitement de données. Sur ce schéma, on en est à peu près là, où on voit ce joli Databricks, ce joli logo Databricks, où on a commencé par stocker de la donnée. On la nettoie un petit peu, voire même on la hiérarchise. Et ensuite, selon les usages, on va vouloir, par exemple, exporter une donnée prête à usage pour le site web. On va vouloir pousser des données dans Power BI en direct, tant qu'on y est. Si on a nos capteurs de vélo qui vont avec l'IoT poussés dans le data lake et qu'on a un notebook ici qui va pousser sur Power BI, on va voir les graphiques changer en live sur Power BI, c'est quand même super classe. Et surtout, on va essayer de générer un modèle. Ce qu'on voit qui est quand même vachement différent entre tous ces traitements, c'est que le prépare data, il va sûrement pas avoir besoin de beaucoup de ressources pour travailler. L'export de données, peut-être un petit peu. La génération de modèles, on va avoir besoin de puissance de calcul pendant peut-être même longtemps et beaucoup de parallélisation. Souvent, on entend des gens dire mon cluster, il a tourné pendant 15 jours, à fond, 50 machines. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a besoin de ça, de cette même puissance, avec du GPU? Est-ce qu'on a besoin de cette même puissance pour exporter de la donnée? Tableau Excel? Peut-être pas. Donc, l'avantage de Databricks, c'est que il y a un S sur le cluster Spark Manager. C'est justement, on va pouvoir gérer plusieurs clusters, autant qu'on veut en fait. Ils vont s'allumer, ils vont s'éteindre tout seuls. On a nos notebooks, on dit j'ai besoin de telle puissance. Et il va allumer autant de machines qu'il faut. Ça, c'est super pratique. La notion de notebook, vous allez la voir plus spécialement tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de compiler notre code et de le déployer plus tard. On est déjà quasiment sur le cluster Spark à écrire nos lignes de code. On la teste, ça ne marche pas, on la modifie, on la reteste, ça marche, très bien. Commit. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est du calcul distribué. C'est là où ça prend beaucoup de sens avec le data lake, c'est que ça va vraiment être fortement lié. Le cluster Spark, il est capable d'atteindre la donnée en direct sans avoir à tout transporter. Si on a des pétas de données et qu'on veut faire un peu de traitement, est-ce qu'on va commencer par copier toute notre donnée sur un serveur? Déjà, ça passe pas. Et ensuite la calculer? Non. Du coup, avec du HDFS et du Spark, ça marche. Je vous ai perdu, pas encore. C'est bon, très bien. Du coup, on arrive à l'exposition.
Ouais, là j'ai un peu modifié le schéma, les données m'ont rendu là. Pardon. Je suis désolé, mais j'arrivais pas à faire rentrer le schéma. Euh, le but du jeu là, c'est de générer un modèle, donc on a besoin effectivement beaucoup de puissance de calcul à ce moment-là. On va avoir on va, on va dédier un cluster Spark vraiment pour ce notebook-là, ou cet ensemble de notebooks. On peut en avoir plusieurs. Et on va essayer de pousser, de générer un modèle d'IA. On en génère un tout à l'heure, hein, je crois. Euh, mais ce qui est important ici, on n'a pas marqué MLOps, mais on y croit, c'est qu'on va vouloir versionner nos modèles. Parce que quand notre data scientist est capable de générer un modèle super bien et qu'on le met en prod, le lendemain il nous en fait un nouveau, on le met en prod, il est pas bon, on revient à celui d'hier, on l'a plus. L'avantage du service ML Service, Machine Learning Services, c'est que justement on va historiser tous nos modèles. Ah ouais. Ah bah non. Ah non. Tu crois? Je pense que c'est tactile. Ouais, c'était là. Merci. Du coup, ouais, l'avantage de Machine Learning Services, c'est qu'on va être capable de versionner tous nos modèles et de générer des images Docker et de pouvoir les publier sur un Kubernetes ou autre système de mise à disposition des images Docker. Ça va être surtout consommé par qui? On parle bien d'exposition, parce que créer un modèle, c'est bien, mais ça sert à rien si on l'utilise pas. On peut l'utiliser de plusieurs manières ici dans l'exemple. L'utilisateur, comme on va voir tout à l'heure, peut directement aller requêter le Kubernetes, mais on a des devices. Ils peuvent aussi, quand il y a de la télémétrie, on peut en profiter pour mettre un calcul qui va aller demander à notre modèle d'IA si notre vélo va bien, et s'il vaut mieux pas qu'on s'arrête avant la surchauffe. Dans ce cas, on est capable de lui renvoyer des alertes. Ce même modèle peut servir à plusieurs choses. Là, on s'en sert du modèle. Là, on s'en sert de notre donnée. Alors, après l'exposition AI, on a l'exposition BI, pour Business Intelligence. Ça, c'est des choses qu'on a déjà de manière plus classique. On va générer des tableaux dynamiques. On va peut-être pas y passer des heures. Peut-être pas l'objectif du jour. Mais ouais, encore une fois, on a un service managé. Là, c'est plus un SaaS qu'un PaaS d'ailleurs. Il est autonome, il est en dehors d'Azure, même s'il est basé sur Azure a priori. L'avantage, c'est que on a dans Power BI un Spark Connector pour justement être capable d'être en lien direct avec nos notebooks qui vont lui pousser de la note dedans. Le refiltering pour avoir des dashboards par personne, ça serait quand même mieux. Et surtout que si on se base, si le Power BI va chercher les données dans le Data Lake, on a déjà hiérarchisé, on a déjà donné des droits par rapport aux utilisateurs. On a un bon avantage là. Une exposition AI, BI, UI, c'est la user. C'est pas l'intelligence user, c'est dommage. Du coup, je parlais tout à l'heure d'exposer des données, d'exporter des données. J'ai mis une Cosmos DB parce que c'est quand même une base de données qui est super réactive, haute dispo, où on a de la réplication temps réel entre divers plaques continentales. Ça, c'est quand même une sacrée bonne base de données. On va pouvoir préparer des données prêtes à usage en fait. Souvent, on a l'habitude d'avoir un site web qui va requêter une base de données SQL avec des jointures à plus savoir qu'en faire. On peut préparer pour chaque page à servir au client, on peut préparer un lot de données. Est-ce qu'on a besoin de refaire une jointure à chaque fois qu'on veut afficher une page? Non, on peut déjà préparer cet ensemble de données pour le mettre à disposition directe. Avec un app service, une Azure Function, tant qu'on y est. Ouais, j'avais noté CQRS ici, ouais, c'est justement pour la préparation de cette donnée prête à la lecture. Et les function apps, qui elles aussi sont quand même bien scalables. L'avantage, c'est que si personne n'utilise notre service, on va payer rien du tout. Si beaucoup de monde l'utilise, ben on va payer beaucoup, hein, forcément. Ça va avec. Je sais pas si
CQRS, c'est la différenciation entre la lecture de la donnée et l'écriture de la donnée. C'est qui avait posé la question? Ouais. Souvent, on va écrire une table en CRUD. Create, read, det, delete. On va manager des tables directes comme ça. Donc ça, c'est quand on veut écrire dedans. Mais quand on veut lire, on va lire aussi bêtement une table avec 4 colonnes. On va faire des jointures un peu partout. Et justement, est-ce qu'on a envie de faire des jointures et d'avoir une complexité à ce moment-là? Peut-être une lenteur aussi, parce que certaines requêtes sont assez lourdes et vont affaiblir la base de données. On prépare des paquets de données prêts à la lecture. Et donc, on sépare la lecture de l'écriture. Peut-être on a même 2 bases de données différentes. Ce qui est notre cas ici avec le Data Lake et la Cosmos DB, où la Cosmos DB, elle va être là pour la lecture principalement, dans ce cas-là en tout cas. Et l'écriture, ça peut être aussi dans cette base de données, mais ça va être de la commande. On va dire, je te donne un ordre et du coup il va le stocker d'une certaine manière. On va faire ensuite un pont pour aller créer notre modèle prêt à la lecture pour être consommé directement, plutôt que d'avoir des jointures à faire à chaque fois. Ouais, ok. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, tiens, petite fin. Push to prod. Est-ce qu'on veut vraiment avoir un beau schéma comme ça et le pousser en prod et ça marche? Je touche à rien parce que sinon ça risquerait de tout péter. Ce serait dommage quand même. Ce qui est important de se dire, c'est que dans la démarche DevOps, on va essayer d'avoir nos pipelines de Data Factory. On va les faire en dev, on va vérifier que ça marche bien, j'ai pas tout cassé, on a même des nouvelles choses, c'est bon, je le publie pour la prod. Pareil pour le Data Lake, ma hiérarchisation. Mes notebooks ici, est-ce que je veux les traficoter sur la prod? Peut-être pas. Je vais les préparer et on va les publier en prod. Oui, mais notre modèle d'IA, il a besoin, pour être généré, il a besoin de données de prod, pas de données de test. Parce que les données de test, souvent, elles sont complètement pourries. Fausses. Enfin, c'est pas ça qui va nous aider à créer un bon modèle d'IA. Du coup, pour un modèle d'IA, il nous faut de la bonne donnée et beaucoup. Et en dev, souvent, on a 3 pauvres données qui se battent en duel. C'est souvent assez triste. Du coup, il y a un petit quelque chose en plus par rapport au DevOps. J'ai remis ici toutes les briques un petit peu en vrac. Donc en dev, on va avoir quelques devices de test, on va avoir quelques données de test, et on va jouer un peu tout notre schéma qu'on avait tout à l'heure, et on va être capable de le déployer aussi en prod. Petite différence. Déjà, est-ce qu'on est obligé d'avoir un cluster Kubernetes en dev aussi? Peut-être pas. On a des ressources comme Azure Container Instance qui vont être capables de faire tourner un conteneur Docker simplement. Je crois que c'est ce qu'on utilise justement. Et du coup, le data lake qui est ici, c'est lui qui va servir à notre notebook pour générer les modèles qui vont être ensuite déployés, ce même modèle déployé en dev puis en prod. Il y a même des data scientists qui vont se baser aussi sur le data lake, sur les données qu'on aura préparées, les citizen data scientists. Voilà la petite différence que je voulais apporter sur le DevOps par rapport à cette source unique de données, non pas celle-là, qui va servir justement pour la préparation de base. Je crois que j'ai fait le tour de mes slides. Normalement, c'est ça. Et bien du coup, je vais te laisser la main pour... Question peut-être déjà. Question peut-être déjà. Ça va être... Oui. La partie Databricks, c'est un partenariat. C'est quoi la relation avec Azure Databricks, c'est un Databricks managé sur Azure. C'est un Databricks. Enfin, c'est comme un AKS, ou quoi que ce soit, c'est un produit externe qui est fait packagé par Microsoft. Oui. Oui, il y a un gros partenariat avec Databricks d'ailleurs.
ce qui leur a permis de l'intégrer plutôt bien avec Azure, d'avoir tout ce qui va être sécurité avec Azure Active Directory. Ça, déjà, c'est bien aussi. Il y a des liens avec Spark aussi, avec beaucoup de services dans Azure qui sont très proches, qui ont des connecteurs avec Spark et Databricks. Par exemple, entre le Data Lake et Databricks, ça marche super bien. Entre Databricks et Cosmos DB, ça marche super bien aussi. C'est vraiment fait pour tourner ensemble. Ils ont fait leur petite brique en plus, quoi. On va le voir ici. Ouais. Alors, vous avez compris qu'effectivement, le cas d'usage qui va soutenir la démo ici, c'est des vélos. Alors, peut-être pas jusqu'au bout d'être connecté, ça, ce sera la prochaine démo quand on récupérera des données d'objets connectés. Mais en tout cas, au moins là-dessus, sur des vélos, et en l'occurrence ceux de la ville de New York, on arrive à avoir tous les mois un fichier qui nous donne l'intégralité des trajets faits par un utilisateur sur un vélo entre un point A, un point de départ et une destination. Donc tout ça, ça va être notre cœur de données, et là-dessus, il va falloir qu'on se donne une problématique. Et ça, c'est hyper important en data science, c'est d'évaluer, enfin d'identifier l'objectif, et derrière l'objectif, ce qu'on va appeler la variable à expliquer. Ça, c'est les vieux termes qu'on m'apprenait il y a 15-20 ans en statistique, mais en tout cas, quel est mon objectif ici? Ça va être de pouvoir dire, quand une personne part d'un point A et va à un point B, lui donner une prévision de son temps de trajet. Donc ça, c'est notre objectif, c'est de prédire cette durée de trajet. Et pour ça, vous voyez que là, sur la droite, là, on a toute une liste d'éléments qui vont nous servir potentiellement à venir expliquer ce temps de trajet. Alors, voici le schéma, du coup, tel que Benjamin vous l'a expliqué, mais un petit peu épuré et contextualisé ici avec notre histoire de vélo. Donc, on a des fichiers zip qui sont mis à disposition par le service Open Data de la ville de New York. Ces fichiers zip, on va les pousser effectivement dans un data lake. Le data lake, ensuite, on utilisera Databricks pour traiter la donnée. Déploiement du machine learning dans Azure Machine Learning, et exposition derrière. Vous commencez à être habitué, je pense, à cette colonne vertébrale, on va dire, de l'architecture. Je rajoute une petite chose par rapport au schéma d'avant, c'est qui finalement va s'occuper de tout ça. Un data architecte, peut-être comme Benjamin, un ou des data engineers qui vont venir vraiment mettre les mains dans le cambouis et réaliser, par exemple, tout le développement du pipeline Data Factory, des notebooks Databricks. Au passage, ces data engineers vont se dire, tiens, ça serait pas bête que tout le boulot de nettoyage qu'on a fait de nos données de départ, qui sont peut-être pas super bien formatées, dans lesquelles il y a des erreurs, etc., ça serait pas mal qu'on en profite pour en faire un golden dataset, comme on dit parfois dans le métier, c'est-à-dire qu'on fasse vraiment un joli jeu de données, et on va en profiter ici pour le faire dans un format qui est optimisé pour l'utilisation sur le cluster, qui va être le format Parquet. Et avec ça, ça va être un super terrain de jeu pour une troisième population ici de personnes autour de ce projet, les data scientists. Alors plutôt les data scientists qui ont une appétence pour le code, hein. Donc c'est des gens qui vont travailler plutôt dans des langages comme Python, voire un langage beaucoup plus proche de Databricks, enfin surtout de Cluster Spark, parce que c'est codé là-dedans, c'est le langage Scala, pour dériver du Java. Donc ça va être beaucoup plus efficace pour aller traiter la donnée avec le cluster. Et tout ça au travers d'un support, en tout cas, alors ce qui n'est pas forcément le traditionnel IDE des développeurs, mais plutôt ce qu'on va appeler ici un notebook. Vous le verrez tout à l'heure, juste après. Il y a quelques data analysts qui traînent dans le coin, et effectivement, eux, ce qu'ils trouvent plutôt sympa, c'est d'aller pouvoir faire du Power BI sur les données de Databricks. Alors là, attention, je mets un petit bémol quand même, retour d'expérience là-dessus, puisque tout ça, on se base aussi sur des cas concrets, métiers qu'on voit au quotidien. Ça marche sur la plaquette, ça marche en théorie, ça marche sur un petit volume, ça marche pas à grande échelle. Attention. Pour l'instant, on utilise un connecteur Spark pour Power BI qui est un connecteur générique, donc qui n'est pas spécifique à Databricks. Et il se pourrait que peut-être quand même que le partenariat se renforce entre Microsoft et Databricks par un joli connecteur dédié et qui sera beaucoup plus performant. Voilà. Donc, comment dépasser ce point de blocage? En remettant une brique dans l'histoire, et en mettant un point de stockage. Alors moi j'ai plutôt mis du data warehouse plutôt que les bases NoSQL, mais voilà, un data warehouse qui viendra ici faire le tampon entre la donnée préparée dans Databricks et puis la sollicitation par Power BI.
Et les derniers qui traînent autour de cette histoire-là, les fameux Citizen Data Scientists. Alors, on fait la différence entre les deux. Tout à l'heure, je vous disais que là, ceux qui sont en orange, là, c'est ceux qui ont envie de faire du code. Ceux qui sont en vert, ils ont une super analyse métier. Ils ont une super intuition de ce qu'il faut aller faire. Par contre, ils préféraient une belle interface où ils puissent faire du clic-bouton. Voilà. Et ils n'ont pas trop envie d'aller s'embêter à coder, à déclarer leurs variables en Scala ou des choses comme ça. Voilà. Mais on va voir qu'il y a des solutions aujourd'hui. Quelque chose qui s'est appelé il y a quelques temps Azure Machine Learning Studio. Alors maintenant, ça s'appelle le Designer. Si je retiens, ça a changé 4 fois de nom entre temps, mais ça s'appelle le Designer. Je vous montrerai à quoi il ressemble. Et puis l'Automated Machine Learning. Alors ça, c'est génial. C'est pour aller mettre les data scientists au chômage. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le choix des algorithmes qui vont se faire uniquement par une sorte de force brute de l'algorithmie. C'est faux, hein. Voilà, vous pouvez pas la peine de penser à votre reconversion tout de suite, hein, mais il vous reste du boulot, les data scientists, hein, au moment de la préparation de données, là. Vous savez, le truc vachement sympa, là, où on va chercher les valeurs aberrantes. Bon, c'est de l'autodérision. Allez, démo. Démo, c'est par ici. Tac. Voilà, donc on est sur le portail Azure. Alors, portail Azure, c'est là qu'on crée toutes les ressources. Elles sont déjà créées ici, elles sont organisées. Alors, là, de manière assez globale, hein, on n'a pas fait les choses en découpant trop les choses, mais elles sont organisées dans ce qu'on appelle un groupe de ressources. Et on va retrouver ici donc toutes les briques dont Benjamin vous a parlé. Il y en a peut-être une ou deux. Allez, il a évoqué Azure Active Directory. Donc ça, c'est pas une brique qu'on rajoute, hein, c'est vraiment la gestion de l'annuaire d'entreprise et une sécurité pour reconnaître les différentes personnes. Il va y avoir une gestion des mots de passe. Tous ces accès entre services managés, il va falloir qu'ils se parlent, qu'ils se reconnaissent, qu'ils se demandent des tokens, des choses comme ça, des passe-phrases. Tout ça, on le gérera plutôt bien dans ce qu'on appelle un Azure Key Vault, un coffre-fort, dont vous êtes les seuls à avoir la clé. Et Microsoft aussi peut-être, mais voilà, ils regardent pas ce qu'il y a dedans. Enfin, Audran, c'est tout ce que vous mettez dans votre Key Vault, mais à part ça, voilà, personne d'autre ne le sait. Donc un Key Vault pour les mots de passe, un Azure AD qui enrobe le tout, et puis après, voilà, on va se retrouver avec pas mal de choses, et là, malheureusement, bon, la promesse du début n'est pas forcément tenue, vous allez vous retrouver avec beaucoup de toutes les IP publiques qui sont associées à des machines virtuelles, les groupes de sécurité aussi, les interfaces réseau, les VM elles doivent traîner par là, les disques des VM, enfin bon. Donc effectivement, voilà, vous avez prévenu, certains services managés vont nous créer quand même une grosse quantité de ressources supplémentaires. Même si, voilà, on se connectera pas dessus, on va regarder ça de loin, elles disparaîtront si on supprime le service managé, mais voilà, ne soyez pas surpris de voir ce groupe de ressources se peupler de toutes ces choses-là. Toutes ces VM, c'est les clusters Spark finalement. Ouais, Spark et aussi la partie exposition dans Azure Machine Learning Service. Qui en rajoute. Il n'y a pas moyen de les taguer, qu'elles se taguent automatiquement pour pouvoir les filtrer? Alors, on est en train de chercher comment faire, ça serait une bonne pratique. Il y a moyen de les générer dans un ressource groupe différent. Ouais. Déjà, ça va les mettre de côté, ça sera déjà un tout petit peu plus propre. Ouais, par Du contre, coup, si on pourra taguer le ressource groupe. Si ça supprime le service manager, donc ça supprime les VM. Si tu supprimes le ressource groupe, t'es mal. Ça va faire des trucs bizarres. D'où l'intérêt de bien cloisonner les ressources groupes par projet. Mais effectivement, oui, ça serait beaucoup plus propre si on arrivait à le faire, à creuser, mais voilà, ne soyez pas étonné de voir cette création. Quand tu le fais par l'interface, il va te le générer un peu n'importe comment. Mais quand tu commences le DevOps, là, tu vas lui dire, je vais utiliser un cluster que je vais positionner à tel endroit, telle ressource groupe. Ils vont s'appeler comme ça. Tu as vu les noms à coucher dehors qu'ils avaient? Tu vas pouvoir leur donner des noms un peu plus cohérents. Et ça, c'est un effort assez lourd sur la partie DevOps. Donc ça, c'était notre portail Azure. Pour si jamais vous n'avez jamais vu de portail Azure, ça c'est notre data lake, parce qu'effectivement, alors je l'ai pas dit en intro, je le dis souvent, mais séparer le stockage du traitement, c'est le nouveau. Enfin, il y avait diviser pour mieux régner, voilà, qui était à la. Vous avez sûrement déjà entendu. Le diviser pour mieux régner de la data, c'est je sépare mon storage de mon compute, mon stockage de mon traitement. Et le stockage, il est ici. Donc là, on est sur le fameux file system du data lake store. Et on peut s'organiser, c'est vraiment ce qu'on appelle le hierarchical namespace. On a toute cette faculté d'aller organiser ça, alors avec un premier niveau qu'on appelle un file system.
mais ensuite avec une arborescence classique de dossiers, de sous-dossiers, etc. Et vous voyez qu'on retrouve dans cette logique-là, les fichiers zip de départ sont arrivés par là. Je vais vous montrer comment ils ont été à un moment dézippés, et on en fait derrière un joli dataset qui va être stocké quelque part ici, et avec un peu de chance, celui-là, bon, il n'a pas été fait. Bon, pas de bol. J'aurais voulu vous montrer un parquet, mais bon, il est pas dans ce répertoire-là. Il doit être dans un autre par ici. Bon. Alors, comment on a fait des CSV, comment on les a fait arriver jusque-là, et comment on a fait des CSV avec ça? Eh ben, on a été chercher le service manager Data Factory. Alors, je sais pas pourquoi tout est en train de partir. C'est piraté par ma souris, peut-être. Voilà, ça va être mieux. Alors, hop, si elle veut bien revenir. Donc ça, c'est l'interface d'Azure Data Factory. Alors, Data Factory génération 2 aussi, enfin, ou V2. Avant, c'était que de la ligne de code et il fallait développer des fichiers de JSON. Donc, c'est quand même beaucoup plus sympa avec une interface. On va pouvoir dire, par exemple, ici, là, je vais faire une récupération de tout mon historique de données. Donc, je vais mettre quelque chose qui est finalement une boucle, assez simple. Et là, on va avoir ce qu'on appelle les activités de copie. Alors, c'est vraiment ultra simple et sans code. Là, vraiment, zéro code là-dedans. On va juste dire que à un moment, il y a une source. Donc la source, j'ai été définir ici le site web de la mairie de New York. Et puis on va dire qu'il y a une destination. Alors, je sais pas pourquoi, pour que ça soit plus court, ils ont appelé ça sync, mais bon, là, c'est une destination. Et cette destination, c'est mon compte de stockage, mon data lake store. Au passage, je peux faire donc soit la copie brute, soit la copie, ou à un moment donné, hop, elle doit pas être là, mais il y a une propriété qui doit être plutôt portée par le dataset. Hop. Je sais pas si je vais la retrouver en live comme ça, mais on a une propriété où on va dire qu'on va dézipper au passage. J'ai le mode de compression, je crois que c'est ici. Bon, voilà, mais en tout cas, on a une propriété qui va être intégrée ici dans cette activité de copie qui va nous faire le dézip automatiquement. Et ça doit être dans un autre. Bon, allez, passons. Donc deuxième, dans l'ordre, ça c'est le premier, le deuxième c'est le storage, et on attaque ensuite la partie traitement. Alors ici on arrive sur le portail de Databricks, et pour revenir peut-être sur ta question de tout à l'heure, en fait Databricks effectivement c'est un partenariat, on le voit bien ici quand on va quitter en fait le portail Azure, on aura d'ailleurs une date de login avec le login de l'Azure AD en fait, et on va se retrouver sur un site azuredatabricks.net qui est porté sur la région où vous avez déclaré votre ressource. Donc là, on est en West Europe, là, on est à Amsterdam, voilà. Et donc, ici, dans le data center d'Amsterdam, on utilise ce service Databricks. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du Databricks? Pour commencer, il faut ce qu'on appelle un cluster, donc une grappe de machines virtuelles, les fameuses machines qui traînaient un peu en vrac dans mon groupe de ressources. Donc, tout simplement ici, on définit, à la définition, on va dire combien de machines on veut utiliser. Alors, ça c'est un peu le piège aussi. Vous pouvez en mettre 8, 16. Si votre code n'est pas capable de paralyser le traitement, ça va pas avoir grand intérêt. Ça va faire tourner des VM à Amsterdam, mais à part ça, pas beaucoup d'intérêt. Donc, attention, méfiez-vous de ça. C'est pas forcément la baguette magique, enfin le petit bouton magique, là, le nombre de workers, c'est-à-dire ceux qui bossent, les VM qui bossent, ce sera pas la baguette magique. Ici, il y a un petit truc qui est sympa, qui s'appelle l'autoscaling. Justement, si vous avez écrit du code capable de se distribuer, et que vous sentez que vous allez avoir des pics de charge, donc les fameux vélos qui peut-être sont sursollicités en ce moment et qui sont en train de surchauffer au niveau du pédalier, pics de charge de tous les événements qui sont envoyés, et ici l'autoscaling va aller allumer des VM et va rajouter de la puissance de calcul. Si vous n'avez pas ces pics de charge, si tous les jours c'est à peu près le même flux de données, ne vous embêtez pas à faire ça. Ça vaut pas le coup. Deuxième bouton super intéressant sur Databricks, on peut terminer le cluster. Et terminer le cluster, ça veut dire on peut mettre pause sur les VM. Et qui dit pause sur la VM dit pause sur la carte bleue. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, là j'ai mis 60 minutes pour être sûr que pendant la démo il s'éteigne pas, mais on peut même mettre un petit peu moins. Et je reviens du coup juste avant sur qui c'est qui démarre le cluster, parce que moi j'aimerais bien que tout ça soit automatique, j'ai pas envie qu'il y ait un data engineer qui clique sur démarrer. Et vous avez une activité
ici, quand vous êtes voilà, dans une activité, ce qu'on appelle une activité, un pipeline côté Data Factory, bah, vous avez une activité Databricks qui vous permet justement de lancer les fameux notebooks, ce qui va supporter le traitement. Et ces notebooks, vous pouvez dire que au moment où il va se lancer, ben, on a création d'un nouveau cluster. Donc attention, pas création de la ressource. La ressource, elle est définie dans Azure, elle existe. Mais par contre, là, ce petit truc qui tourne là, qui me fait tourner mes VM, lui, il peut se lancer à la volée. Et petite astuce au passage pour ceux qui expérimentent pas mal ce genre de choses, quand vous créez un cluster, alors si je reviens sur les... Voilà. Il y a deux types de clusters. Cluster qu'on appelle interactif, cluster qu'on appelle automatisé. Je sais pas si vous connaissez la différence. Il y en a un qui coûte moins cher, à votre avis. Donc celui qui coûte moins cher, c'est le deuxième, c'est l'automatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'interactif, son nom veut dire qu'en fait c'est plutôt interactif pour des data scientists qui vont venir dessus, qui vont explorer leurs données. Automatique, c'est on est dans la chaîne automatisée. Et dans la chaîne automatisée, finalement, on peut se permettre de recréer à la volée un nouvel environnement de traitement. Voilà, donc petite astuce ici, si vous automatisez complètement, par exemple avec Data Factory, partez sur de la création de clusters à chaque fois. Ça vous coûtera moins cher. Alors, une fois que le cluster est créé, une fois qu'il tourne, une fois qu'il facture, et ben on peut commencer à faire du notebook. Le notebook, si on n'a jamais vu, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on quitte vraiment l'environnement de l'IDE, on n'est plus avec notre environnement de développement qui nous permet d'avoir, je sais pas, par exemple, une vision des objets qui sont créés ou des choses comme ça. Là, on est vraiment dans des cellules interactives, et ces cellules vont nous permettre d'exécuter des bouts de code. Ça, c'est génial. C'est génial, sauf que ça sera absolument dégueulasse quand ça devra partir en production. Parce qu'on a mis des prints partout, parce qu'on n'a pas pensé à factoriser notre code, enfin bon, voilà. Donc ça, si vous avez envie de faire un débat à Noël, vous pouvez faire le débat pour ou contre les notebooks en production. Voilà, ça anime une bonne partie du réveillon. Bon, on va pas trop l'animer ce soir, ce débat-là, ou peut-être plus tard avec une bière, mais en tout cas ici, quand on est dans l'environnement Databricks, on va développer avec un notebook. Et j'attire juste votre attention sur quelques lignes de code ici. dbutils.fs.ls, alors si vous avez des petites notions d'Unix, ls, on va lister les fichiers. dbutils, Databricks utilitaire, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc sur le file system de Databricks, on va faire une lecture des fichiers. Et ça, ce qui va être assez sympa, c'est qu'en fait, comme le disait Benjamin, la connexion entre les deux, entre le Data Lake et Databricks étant assez, finalement, elle a été bien prévue, bien faite, on a ici au préalable créé un point de montage. Donc mon Data Lake, c'est juste /mount, et c'est parti. Et je fais tout ce que je veux dedans. Et ça, c'est hyper pratique. Donc j'ai vraiment cette connexion qui se fait entre les deux. Je vous montre pas comment, parce que vous trouverez ça sur mon blog que je vous ai donné en intro, mais voilà, tout ça, ça va être hyper pratique pour faire discuter les services managés. Donc finalement, les fameux fichiers de nos vélos, là, les CSV qui traînent, qu'on a récupérés, qui traînent maintenant sur le Data Lake, en une ligne de code Spark, juste une lecture ici des fichiers CSV, on va tout compiler en un joli data frame. Le data frame, c'est un gros tableau de données en mémoire du cluster qui va nous permettre derrière de faire des opérations de nettoyage ou des opérations de machine learning. Et là, on bénéficie de parallélisation et de distribution de données dans Spark, ou finalement, là, si on faisait ça sur une machine, on aurait... Alors là, clairement, oui. Là, sur cette syntaxe-là, oui. Parce que là, on est en pur Spark. Donc là, il n'y a pas de problème. Okay. Après, ce qu'il faut bien comprendre quand on manipule les data frames, le gros principe de Spark, si vous vous souvenez de MapReduce dans la préhistoire d'il y a 5 ans, là, un peu plus, le gros problème du big data au démarrage, c'est qu'il fallait faire des écritures sur tous les nœuds du cluster. Des lectures et des écritures sur les nœuds des clusters. Donc la solution qui a été apportée en 2009 par Spark, c'est de dire qu'on allait faire tout ça en mémoire. Donc du coup, fini les temps de lecture-écriture. Alors en mémoire, par contre, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on a. Généralement, on va avoir ce qu'on appelle un data frame. Donc ça, c'est imaginez un tableau. Hein, voilà, c'est pas plus que ça, c'est à 2 dimensions. Donc ce tableau, il va tenir en mémoire distribuée sur les nœuds, mais surtout, il va être de différents types. Il va être ici, là, sur la syntaxe qui est juste là. Il va être sous la forme de ce qu'on appelle un Spark Data Frame, donc vraiment lui pour le coup l'objet natif de l'environnement. Si vous allez chercher des méthodes qui sont assez connues en Python, comme Pandas par exemple, vous allez vous retrouver avec un Pandas Data Frame. Et là ça va être très moche.
Ça va être très moche parce que ça va être beaucoup plus compliqué à aller distribuer. Alors c'est pas impossible non plus, mais ça va être vraiment, enfin, vous allez avoir des dégradations de perf qui vont être absolument horribles. Et alors pourquoi je vous alerte là-dessus? Parce que généralement, on attaque son développement sur son laptop, dans son coin, avec un petit fichier CSV et non pas avec 15 ans d'historique. Ça marche, on a tout fait en Pandas, on envoie ça à la prod sur le cluster, et là c'est mort. Voilà. Donc attention ici, dans les fameux 2 profils de data scientist dont on va parler après, ceux qui vont vouloir coder, va quand même falloir qu'ils aillent coder avec on va dire, des instructions qui vont être capables de se paralléliser. Ça c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Il faut bien l'avoir en tête. Hein. Ouais. Mais il y a un T'as petit... C'est aussi proposer un intermédiaire. Voilà, il y aura une petite diapo, mais effectivement, il n'y a pas que il y a pas que les pandas dans la vie, il y a aussi les koalas. Voilà. Juste au niveau d'HDFS, est-ce qu'il y a possibilité, enfin, il y a un fonctionnement qui permet d'avoir les tâches qui tournent sur les nœuds HDFS? Alors, les nœuds du cluster, oui, il y aura toute une vision de supervision ici. Alors, il y a plein de manières de le faire. Il y a soit de rediriger vers Azure Monitor, qui peut être un petit peu lourd, mais on va avoir ici, chaque fois je la trouve, hop, tac. Voilà, on va avoir une console Ganglia ici, plus pour vérifier. Alors ça, c'est plus la perf du cluster en lui-même. Les jobs, on peut les retrouver, il faut que j'en lance un ici, mais on les retrouve aussi dans, je ne sais plus trop quel menu, mais on doit pouvoir les superviser ici au niveau des logs. Bon. On a un std out, enfin, après bon, c'est pas celle que je suis en train de chercher ici, mais voilà, ça existe, on a moyen de superviser ces choses-là. C'est aussi le revers d'avoir des choses managées, c'est que tu n'as pas forcément accès à tout. C'est mutualisé aussi avec d'autres, tu n'as pas forcément accès à chaque chose. On va plus voir là-dessus déjà. Alors ce que je vous ai montré dans ce premier notebook, c'était d'aller chercher la donnée sur le data lake, d'aller en constituer un joli data frame, et ce data frame, il va nous servir après dans une deuxième partie, donc deuxième notebook ici, pour faire du machine learning. Donc souvenez-vous de notre objectif, prédire le temps de trajet à vélo. Alors techniquement, c'est ce qu'on appelle une régression. On a été faire hyper simple ici, enfin moi j'ai fait ça simple, après Benjamin a fait plus complexe, mais j'ai fait une régression linéaire de base. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va aller chercher des packages qui vont nous permettre de communiquer ici entre Databricks et cette fois-ci Azure Machine Learning Service. Donc toute la partie, comme vous avez pu voir tout à l'heure, qui va être vraiment l'archivage des modèles prédictifs. Alors, je détaille un tout petit peu ici. Un modèle prédictif, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un objet en mémoire. Voilà, une fois que ça a été calculé par des formules, c'est un objet en mémoire dans notre cluster. Ben, on va faire un objet physique. On va faire ce qu'on appelle ici un fichier pickle. Donc c'est le... Bon, allez, je fais un petit rappel de cours de maths de 4e. Y égale ax plus b, par exemple. Bon. Y égale ax plus b, c'est un modèle. A et b, c'est les paramètres du modèle. Donc ce qu'on va faire ici, dans le fichier pickle, ben, on va mettre les valeurs de a et de b. Ça c'est chouette parce que dès qu'on va rouvrir le fichier, on aura a et b. On sera capable de faire a fois x plus b, et ça nous donnera la prévision y. Donc, finalement, avec ce petit fichier-là qui contient les paramètres du modèle, on est tranquille, on sera capable très vite derrière de faire des prévisions. Donc, on crée ce fichier. Ce fichier, il peut aller se stocker sur le data lake, d'ailleurs, puisqu'on a vraiment on voit le data lake comme un lecteur réseau. On va faire un petit fichier ici, un petit fichier de scoring, c'est-à-dire de prévision. Donc ça, c'est le fichier qui va nous permettre de faire j'ouvre la boîte, je prends A et B, et je fais Y égale à X plus B. On va aller ramener ici des dépendances de package. Alors ça va être hyper important aussi pour le passage en prod, parce que au démarrage, quand les data scientists se sont lancés sur leur laptop pour aller faire des super modèles, ils sont allés chercher des super librairies un peu exotiques de machine learning, voilà, et plein de dépendances. Et tout ça, on va le mettre ici dans un fichier, ça va être défini dans un fichier YAML, et on va rajouter toutes ces dépendances. Là, je suis pas allé chercher très loin, j'en ai une, c'est scikit-learn, c'est la standard en machine learning Python. Mais en tout cas, voilà, ça va nous suivre ici pour exposer le modèle prédictif. Et puis après, voilà, comme vu aussi précédemment, on va créer cette image qui va contenir le service prédictif. Et c'est vraiment cette image qui va nous servir après à faire question-réponse. Je vais d'un point A à New York au point B à New York. Ça va te prendre, 15 minutes, etc. Alors, je vais vous montrer après où est arrivée cette image, mais juste pour vous montrer
que ça marche, alors même si je vais pas oser le relancer là pour pas perdre trop de temps, voilà. En gros, comment ça marche à la fin? Eh ben, on récupère en fait ici une URL. Cette URL, elle porte un service web, enfin une API. Cette API, je vais lui soumettre ici quelques données. Alors ça, les données, c'est ce qu'on a gardé dans le modèle ici, alors, de mémoire, c'est la distance à parcourir, le type de contrat, enfin le type d'abonnement et homme ou femme. Voilà. Donc rien que sur ces paramètres-là, on pose la question au web service et il nous dit, alors bon là c'est voilà, il y a encore du boulot de modélisation, mais pour un trajet qui a vraiment pris 515 secondes, il nous en a prédit 815. Donc ça c'était avec mon modèle pas top. On pourrait discuter avec Benjamin tout à l'heure des manières de faire un très bon modèle prédictif sur la durée de trajet. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était juste cette histoire d'appel à cette URL. On lui fournit le X et il nous renvoie le Y. Et alors tout ça, où est-ce que c'est parti s'enregistrer, cette fameuse image là qui nous porte le service prédictif? Et ben ça arrive sur le composant suivant qui est Azure Machine Learning Service. Et alors il a un petit peu changé. Enfin, vous allez voir maintenant la bannière ici qui va vous engager à aller sur le nouveau portail qui s'appelle Studio. Ne confondez pas avec Azure ML Studio, donc, si vous vous souvenez de ce que c'était. Et donc sur ce Studio, eh ben, on va trouver finalement l'archivage, en espérant que j'ai pris le bon. On va retrouver l'archivage de nos modèles. C'est-à-dire qu'ici, mon fameux pickle, le petit fichier là, binaire qui contient le A et le B de mon équation, et ben on va le retrouver là. Et si on ne le retrouve pas là, on va le retrouver dans l'ancienne version. On va le retrouver sur le portail Azure. On va avoir juste une ligne avec marqué .pickle. Bon, si veut bien, allez. Ça serait... Donc là, il nous dit d'aller sur l'autre portail en preview. Oh non. Ah, ben c'est dommage. Bon, mais c'est pas grave. Vous auriez vu une ligne avec marqué voilà, le modèle qui est ici. Je pense qu'il va planter sur l'image aussi, mais sur l'image, vous auriez vu pareil, une ligne avec marqué la version. Ah, ben voilà, là, il y a des images. Bravo. Voilà, donc vous voyez que je l'ai fait 4 fois. Donc on a versionné ici les différentes images. Et on a réalisé par contre un et un seul déploiement, un déploiement de l'image, et c'est ça qui fait porter vraiment le service prédictif. Quand on crée le déploiement, il y a 2 informations qu'on donne. Combien de RAM j'alloue à cette image et combien de CPU. Alors c'est pas exactement CPU, enfin c'est un indice de puissance de calcul. Et ça nous fait un joli déploiement archivé sur cet endroit-là. Ça dépend aussi si on est en recette ou en prod, parce qu'effectivement, quand on va vouloir faire un déploiement en prod, on va le mettre sur une ressource de calcul bien puissante, parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de cyclistes à New York qui vont consommer ce système-là, alors qu'en dev, on peut mettre une machine toute simple. Minimum 1 giga, une unité de CPU, 1 giga de RAM, et ça vous suffit à vous répondre instantanément sur ce qu'on appelle ACI, Azure Container Instance. Après, effectivement, si on passe sur de l'AKS, il va falloir pousser un peu plus les ressources. Alors, chose ici importante dans notre architecture, on a 2 finalement populations de personnes qui vont travailler autour de tout ça. Ce que j'ai appelé les classiques data scientists, donc ceux qui ont envie de faire du code, et du code à l'échelle, donc plutôt quand même encore en Scala, PySpark, ou, allez, la bonne petite surprise que Databricks a sorti là en octobre dernier en version un peu plus stable, ça s'appelle Koalas. C'est-à-dire que si vous écrivez en Pandas, vous allez juste changer, au lieu de faire un import pandas as pd, vous allez faire un import koalas as, je crois que KO par exemple, et en fait vous allez remplacer juste le pd point là, qui préfixe toutes vos instructions pandas par KO point, et donc vous allez taper dans la librairie koalas. Et Databricks s'engage à vous fournir une librairie qui passe à l'échelle, qui distribue beaucoup mieux vos calculs que le pandas traditionnel. Et ça c'est quand même super. Et la totalité de l'API de Pandas est répliquée, ou alors, c'est que des parties, c'est work in progress. Hein, voilà. Donc ils progressent pour l'instant. Ce qu'ils m'ont dit là récemment Databricks cette semaine, c'est que si vous trouvez une fonctionnalité de Pandas qui n'est pas encore en Koalas, vous pouvez leur faire un petit message et vous renverront le code Spark nécessaire pour le faire. Et ils mettront ça dans leur liste de choses à faire. Mais bon, voilà, c'est vraiment tout récent, mais ça peut valoir le coup à terme.
Deuxième profil, les citizen data scientists. Alors ceux-là, ils savent plus coder, ou ils ont pas envie, ou en tout cas ils viennent peut-être du métier, mais ils ont envie d'avoir des choses beaucoup plus faciles à utiliser. Alors avec un peu de chance, si celui-là il veut bien se lancer, le designer ici, allez, on passe le petit message, voilà. Avec un Juste peu de pour- chance, ils savent ce que c'est qu'une régression linéaire. Voilà, il y a déjà des régressions ici. Donc, on va retrouver ici, mais là, je vous ferai pas la démo cet outil-là, mais on va retrouver, en plus, si ça se trouve, il va pas se loader. On va retrouver une interface visuelle, en fait, un peu à la Data Factory, justement. Vous allez mettre différentes étapes de votre processus de machine learning, et ça va vous créer un projet, ce qu'on appelle un pipeline de machine learning. Donc, vraiment toute la partie entraînement de modèles, exposition de web services. Et il n'a pas envie ce soir de se charger. Bon, mais c'était pas non plus l'objet de la soirée. Ce qu'il y a à noter tout de même, c'est que ce fameux Citizen Data Scientist, il va pouvoir se baser sur les données auxquelles il a accès uniquement sur le Data Lake, comme finalement ce que tu as pu avoir sur les données de New York Bikes. Voilà, on va lui sécuriser vraiment la partie d'accès. Hein. Lui, il n'ira pas taper dans les fichiers vraiment la couche brute du data lake. Il va aller uniquement sur le fameux golden dataset. Là, il va aller chercher les choses un peu plus préparées. Bon, allez, je reclique dessus au cas où, mais bon. Tente ta chance. Allez, je retente ma chance. Hop. Je vois l'heure avancer. On va peut-être zapper la partie. Ouais, pour prendre des questions. Par rapport aux données, en fait, est-ce que vous avez fait la ville de New York? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et c'était pas. Vous avez tapé sur le HDFS ou c'est du. Alors à l'origine c'est du fichier plein, c'est du fichier zip qui est mis à dispo par la ville de New York, mais qui est pas nettoyé quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui roulent à vélo, je sais pas combien t'as trouvé cet après-midi à 120 km/h. Donc voilà. Enfin, bon, il y a des villes qui sont, enfin des stations de vélo qui sont dans l'eau. Enfin voilà. Donc il y a quand même tout ce nettoyage à faire pour aller récupérer tout ça. Parce que là, dans votre schéma, le citizen data scientist, c'est pas directement sur le HDFS. Il tape sur le HDFS, mais il tape sur le Golden Dataset. Donc vraiment la chose. Et en fait, quand il va taper sur le HDFS, il va pas faire grand-chose. Il va juste remonter le dataset dans mémoire de son cluster. Donc il aura une instruction de lecture, mais il fera pas plus en termes d'interaction avec le file system. Il y aurait accès par Et accès, pardon, pas. c'est accessible par un outil Azure ou il faut y accéder Alors, Depuis son poste, Alors oui, c'est une très bonne question ça. Alors. s'il y a Ouais. des droits, justement. Mais effectivement, oui, ce qu'il va pouvoir faire ici dans ce portail-là, enfin ce qu'on va pouvoir lui préparer, c'est justement le dataset déjà, la connexion déjà toute faite. Si vraiment il travaille pas dans le notebook, là on peut lui monter le dataset ici déjà, le présenter à ce niveau-là. Donc dans le portail qui va être plus citizen au sens où voilà. Donc là il n'y a même pas à aller écrire de code en fait. Donc là il a le dataset directement à dispo. L'avantage de cette interface, c'est qu'on peut bénéficier justement du cluster Spark derrière aussi. Parce qu'une simple machine, ça va pas forcément aller très loin, mais on peut bénéficier de plus de puissance si on en a besoin aussi. En termes de ressources, on pourra spécifier derrière la ressource de calcul. Ouais. On va être un peu juste pour vous, mais bon, vous savez, donc d'emblée, bon, voilà, qu'on allait être un peu juste pour vous parler de MLflow, qui est une manière de versionner les algorithmes chez Databricks. Donc ça, j'en ai un petit peu plus parlé. Azure ML Service, mais voilà, les deux rentrent après dans une chaîne globale qu'on pourrait appeler MLOps. Voilà, mais au pire, on en reparlera un petit peu après. Donc, chose importante à retenir, hein, c'est que l'architecture qu'on vous a présentée ce soir, elle passe à l'échelle. Hein. Vraiment, on arrive à chacun des services en fait peut monter en termes de puissance. Énormément de cas d'usage, du web, du reporting, du prédictif. C'est hyper rapide à mettre en place. Là, l'architecture, si on la fait bien, en prenant le temps de mettre des VNets, de faire des groupes de ressources, un peu de sécurité sur les répertoires. Allez, c'est l'affaire d'une petite semaine, je pense. Hein. Pas beaucoup plus, hein, pour avoir quelque chose de bout en bout. Hein. Donc, sans le code, hein, bien sûr, mais avec vraiment l'interaction entre les différents services. Tu vas tranquille. Hein. Ouais, j'y vais tranquille, mais parce que je documente en même temps et tout, mais voilà. Ah, voilà. Voilà. En une semaine, je pense, voilà, ça tourne. Contexte Big Data, n'allez pas mettre ça en place si vous avez 1 million de lignes dans un fichier Excel comme source de données au départ, on est d'accord. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on a été pioché dans de l'open source. C'est-à-dire que si demain, allez, bon,
l'entreprise chez qui vous travaillez vous dit c'est fini avec Azure, on passe tout sur AWS, et ben il y a quand même une partie du projet qui marche. Ou si, bonne nouvelle, au contraire, vous arrivez chez un client qui vous dit bah on faisait tout ça sur AWS, comment on le refait sur Azure, hop, vous piochez le script Spark, donc Scala des notebooks, et ça tournera de la même manière sur Azure. Voilà, donc c'est intéressant quand même d'avoir ce socle open source derrière. Et allez, je finis juste sur la bonne nouvelle, c'est que vous voyez qu'en fait on a branché, on a été faire ici une architecture qu'on refait nous chez les clients, on met au moins 4 briques les unes à côté des autres. Il y a une bonne nouvelle en ce moment qui arrive, mais plutôt pour la mi-2020, c'est Azure Synapse Analytics, ex Data Warehouse, Azure SQL Data Warehouse, qui va justement faire déjà une partie de ce travail, qui est de mettre en place autour d'un cluster, de mettre en place à la fois du machine learning, de la base de données et puis de la consommation dans Power BI. Voilà. Donc à suivre, peut-être un prochain meet-up, mais plutôt fin 2020. On vous passe la main sur les questions, parce qu'on a beaucoup parlé jusque-là. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une interface pour stocker les modèles? Il n'y a pas, on a sauté, je pense, mais la partie d'évaluation du modèle. Alors, comment est-ce que je sais que mon modèle est toujours dans 6 mois valable ou pas? ouais. Hop, avec un petit peu de chance, tac, je vais réussir à la démarrer. Donc là, je vais démarrer juste l'interface qui s'appelle MLflow dans Databricks. C'est de l'open source, mais intégré par Databricks sur son cluster. En fait, je vais glisser dans mes lignes de code. Là, je vais glisser. Alors, quand on fait un modèle de régression, par exemple, on regarde une métrique qui s'appelle le RMSE. Voilà. Ça vous dit quelque chose. Cette métrique-là, en fait, c'est important effectivement de voir si elle explose pas. On cherche à la minimiser. Et ben, on mettra des petites lignes de code au moment où on va calculer cette métrique d'évaluation. Et c'est pas cliquer au bot, si c'est bon. Et hop, par exemple, là, j'ai mon RMSE. Et je sais dans quel contexte je l'ai travaillé, avec quel notebook, avec quels hyperparamètres de mon algorithme, j'ai été faire ça. Et alors, je vais pas aller jusqu'au bout peut-être de la réponse que tu attends, mais au moins ça va me permettre déjà de retrouver le meilleur algorithme, ça c'est sûr. Après, effectivement, là où il faudrait aller, c'est en gros de l'A/B testing, hein. C'est de se dire, aujourd'hui il y a un algo qui tourne en prod, peut-être que l'entraînement a fait mieux que celui qui tourne en prod, et là je peux comparer justement mes métriques, et dans ce cas-là, hop, le meilleur algo prend la place dans le web service. Ça, c'est peut-être encore l'étape sur laquelle il faut rajouter encore un petit peu. Dans Machine Learning Services, il y a aussi la partie automatique d'ML qui va justement essayer de trouver quel va être le modèle qui sera le plus adapté. Ouais, il va te le trouver, mais il va pas automatiquement pousser le déploiement. Oui. Alors, ça reste à toi de le choisir aussi. Aujourd'hui, ça peut se scripter. Techniquement, on a dans le SDK qu'on a à dispo, on peut à peu près tout faire. Dans la pratique, je pense que c'est un petit défi aujourd'hui de mettre vraiment un A/B testing en place pour aller repousser des images AKS en automatique. Mais Oh, ça se fait. ça doit pouvoir se faire. Joli défi à mettre en place pour une démo, ça. Il y a des paramètres sympas dans AKS justement pour être capable de faire du testing comme ça en prod directement, de vérifier si la nouvelle version est meilleure que l'ancienne et de tout basculer sur cette version. Okay. Ça, c'est les capacités de Kubernetes aussi. AKS en tout cas. Donc sur le papier, il y a à peu près tout, mais effectivement, on n'a pas encore vraiment l'interface claire qui nous permettrait de faire ça, alors que c'est un cas d'usage hyper fréquent. Tu avais une autre question? Ouais, sur Databricks, concrètement, Databricks, c'est quoi? C'est des utilitaires qui vont permettre de travailler le data frame. Enfin, ouais, le data frame qui est sur Spark. Et c'est aussi une solution cloudisée, enfin en gros, mise à disposition par Databricks. Databricks, c'est la boîte qui crée Spark originalement, et en fait, ils fournissent des clouds. Ils ont des partenariats avec Azure, par exemple. C'est leur business. Et donc, ils rajoutent de plus en plus de services et d'API et de librairies au-dessus de Spark. En version managée et supportée. Parce que Databricks n'existe pas en on-prem. Okay. Disons que créer un cluster Spark, tu peux te galérer à essayer de le faire, ou tu peux utiliser des services comme ça qui vont justement te permettre de les manager. Okay. Là, on a un exemple avec un seul cluster Spark, mais effectivement, tu peux en avoir plusieurs pour chaque usage. Un spécifique pour la machine learning, qui va avoir plein de GPU. Et du coup, l'avantage de Databricks, c'est justement d'avoir cette notion de notebooks intégrée et ce management de cluster Spark.
C'est un peu les deux à la fois, justement. Ok, et après il y a des SDK qui sont déployés dans plusieurs langages. Oui. Ok. Il y a Un connecteur. 4 ou Ouais, 5 des langages. connecteurs. Ouais, des connecteurs, des SDK pour Azure par exemple. Enfin, en gros, c'est un peu comme quand on avait au démarrage du Big Data, on pouvait aller télécharger Hadoop sur la fondation Apache. Bon, bon courage. Mais après, il y avait des distributions commerciales, Cloudera, Hortonworks, etc. C'est un petit peu ça dans l'esprit ici, c'est la distribution commerciale de Spark. Et effectivement, ils rajoutent plein de choses qui sont, enfin, qui deviennent très vite indispensables. Ok. Et on peut se concentrer sur notre métier, qui Ouais. n'est pas l'infrastructure, mais qui est justement d'essayer de faire une IA. Entre autres, en tout cas. Il y avait juste une question là-bas, peut-être avant. Ouais, moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez un retour d'expérience sur le fait de migrer des projets, donc soit l'intelligence artificielle pour ça, soit des gros projets BI, de les migrer à un projet qui serait vraiment complètement on-prem, de le tel on-prem, basé on-prem. Si vous avez un retour d'expérience pour le migrer vers le cloud et si vous avez des challenges particuliers ou si vous avez un retour d'expérience par rapport à ça. Alors moi j'en ai fait un jusqu'à 18h aujourd'hui. Du coup avec de l'Oracle on-prem et puis pas mal de PLSQL, des choses comme ça. Quand même un peu de Python mais qui tournait sur une petite machine. Le défi qu'on va avoir là-dessus, le diable va être dans les détails, hein, comme d'habitude. Ça va être sur des choses. Parfois, on peut se dire que tiens, mon code Python, il tourne super bien, il fait le boulot, il fait des appels. Là, pour le coup, c'est on récupère des données de réseaux sociaux, on les ramène dans le data lake. Le code Python, il tournait super bien, il ramenait tout ça dans la base Oracle. Sur le cluster, il y avait alors des petites subtilités, c'est-à-dire que quand je vais vouloir écrire un fichier, il va falloir que je gère vraiment bien le pass où il va aller s'écrire sur où il va aller s'écrire après pour être stocké. On va par exemple appeler des tokens, on va récupérer des tokens à la volée pour une API YouTube par exemple. Le problème c'est que quand je suis sur le cluster, mon token il s'écrit sur quel nœud. Enfin voilà, il y a plein de petites subtilités plus liées au passage à l'échelle que. L'API est une séquence qui est une unité spéciale et qu'on n'a pas moyen de savoir forcément la vue. Ouais. Voilà, ça c'est un des points pas évidents ouais, quand moi ce que j'ai déjà rencontré sur un projet commun, la sécurité veut connaître les IP de Databricks, enfin du service manager Databricks pour les autoriser. Bah oui. Donc, Tiens, la volée. tu commences à avoir tu commences à mapper en fait. Moi, je bosse chez Redis, quand on fournit du Redis à nos services sur Azure ou sur Amazon ou sur Google, en fait, on va fournir la page IP sur certaines adresses qui sont exposées en fait. L'adresse de la machine, tu ne vas pas, parce que ça, c'est le VPN, le VPC. C'est du Snowflake, vous avez commencé à en faire ou pas? Alors, pas moi personnellement directement, mais Donc, dans la salle il y en a il y en a sûrement qui en font. Mais effectivement, le Snowflake remplace aujourd'hui assez efficacement la partie vraiment matérialisation de la donnée dans l'architecture. Là où il faut faire finalement assez attention avec ces architectures-là, c'est à la nombre de fois où on va répliquer physiquement la donnée en fait. C'est moins vous en ferez, mieux ça sera. L'actualisation que le déplacement. Ouais. Des fois, il vaut mieux justement dupliquer une donnée plutôt que d'aller la requêter à chaque fois. Il faut faire ce choix-là à certains moments. C'est vraiment choisi. Là, quand on voit sur ce schéma-là, on a de la donnée dans le data lake, on va en dupliquer dans le Cosmos DB, mais justement pour qu'elle soit préparée pour la lecture en direct. C'est pas des décisions simples à prendre. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le stockage, il coûte plus rien, et ce qui va coûter, c'est le compute. Alors, ça pourrait être tentant de se dire, je restocke justement plusieurs fois parce que je vais faire moins de compute, parce que ma donnée sera plus proche effectivement de l'app service là-bas, parce qu'elle est dans la Cosmos DB. Enfin, bon, c'est un calcul qui est pas simple. Mais... Après, quand tu parlais de CQRS à l'introduction, tu vas avoir des architectures lambda, etc., qui vont justement simplifier cette partie-là. Ils vont te fournir des patterns pour éviter de savoir quand est-ce que tu dois copier et faire la différence entre ce qui va être chaud et froid. Et tu vas beaucoup dupliquer dans ce qui va être chaud et très peu dans ce qui est froid. Dans ce Cosmos, tu vas aller pousser vraiment la donnée très chaude, agrégée. Et même, tu peux avoir une donnée dupliquée entre deux Cosmos DB aussi. Hein.
Après, ça va être tout ce qui va être question de microservices. Chaque service va avoir sa donnée chaude pour lui, avec une sélection de données. Du coup, si tu as un autre service, ils peuvent avoir une donnée partagée. Il faut juste avoir un bus de messages qui va être capable d'aller répliquer la donnée quand il le faudra. Mais ouais, le choix de duplication de données, il est difficile à faire. Mais là, moi, l'argument que j'utilisais sur ce truc-là, c'est aujourd'hui, quand tu vas dans une banque, ils ont la duplication de données partout. Et en fait, c'est de leur dire, bah, vous ne changez pas votre approche, sauf que là, vous avez une architecture que vous pensez votre approche, non pas parce que vous avez fait vivre votre système et que vous faites des données qui sont plus récentes, mais plus parce que vous avez envie de besoin à répondre à un besoin particulier, qui va être du temps réel, du microservice. Et justement, il faut éviter de lancer trop cette discussion de la duplication de la donnée et la cohérence des données, parce que ça n'existe de toute façon pas aujourd'hui en leur système. Après, je pense. Duplication de billets, ça il faut faire. Bon, ils ont toujours des développeurs COBOL, mais et peut-être une dernière question avant qu'on aille, qu'on continue, mais de manière plus informelle. Ouais, tu voulais. Vous me disiez tout à l'heure, pas de notebook en prod. Ça c'est. Je suis un peu d'accord, mais je suis pas d'accord. Sur la partie vraiment data engineering, là on a vu 2 cas d'usage. Il y a d'ailleurs des choses sur lesquelles, pour moi, il y a la partie data scientist sur certains notebooks, enfin choses qui sont plus de la tuyauterie. Je suis pas sûr que ce soit forcément les meilleurs profils. Il reste quand même encore des parties vraiment très spécifiques au dev, sachant que sur des milliards de lignes, la moindre erreur de dev, ça se paye très cher quand on parle de lise. Du coup, je sais qu'il y a DataWorks Connect notamment qui permet de profiter de l'aspect d'avoir un cluster Spark on-premise managé sur le cloud, mais qui permet aussi d'amener dans l'IDE. Je ne sais pas si c'est une volonté, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de limitations, notamment sur le streaming. Je ne sais pas si c'est une volonté de DataWorks de promouvoir ces outils. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez une réflexion par rapport au fait que tout n'est pas de la data science en fait dans le projet, et qu'il y a une partie DevOps qui va nécessiter des outils comme un IDE un peu plus costaud. On a parlé de Scala. Oui, faire du Python pour faire de la tuyauterie, c'est compliqué parce que du coup, on va avoir des problèmes de sécurité de code. Parce que Python, c'est pas typé et que le typage nous apporte. En fait, la problématique, elle n'est pas du tout dans le langage. Elle est plus dans. Tu vas avoir des data scientists qui vont aimer travailler avec des RStudio, avec des. Et après, on donne une code à des data engineers pour remettre les boulots. Oui. Chez AXA, par exemple, on a en machine learning, même de data stream, mais en Python. Au début, par des data scientists, et posé par des data engineers, c'est pas super efficace. Et moi, j'ai des clients sur lesquels ce passage de l'un à l'autre, c'est juste, c'est la même problématique qu'en DevOps. Hein. C'est que les gens ne se comprennent pas, et du coup, le data scientist qui a réussi à faire son modèle en 2 semaines ne comprend pas que ça met 6 mois. Ça met 6 mois à développer dans un vrai SI, avec des vraies contraintes de prod. Ouais. Après, il faut l'avoir historisé, ton code dans un Git ou autre. Il faut être capable de le faire déployer par tout un processus DevOps. Et justement, ils ont trouvé le terme MLOps. C'est sympa comme nouveau terme. C'est juste du DevOps pour le code data scientist. Et c'est important de l'avoir aussi. Comme on disait, le code qu'on fait tourner qu'on s'exerce à faire avec les notebooks, au bout d'un moment, il va falloir le nettoyer pour pouvoir le mettre à disposition pour pour le vrai entraînement sur un gros cluster. Donc oui, il y a aussi ce système-là. Alors, on est en train de tendre vers la discussion du coup de réveillon pour ou contre les notebooks. Est-ce qu'on est plutôt dev ou plutôt data scientist? Donc je propose qu'on la continue autour d'une bière ou autre chose. Merci beaucoup à vous. Donc les diapos, vous pouvez les récupérer tout de suite si vous voulez avec le QR code, mais Ludovic vous fera parvenir aussi le lien vers le téléchargement du fichier. Merci beaucoup à vous en tout cas. Et bon, ça se finit pas là, on continue à côté avec vous. Merci. Merci.